Mes chers compatriotes, bonjour. Dans notre travail d'exploration des causes et des manifestations de la crise de notre démocratie française, j'ai jusqu'ici beaucoup insisté sur les facteurs institutionnels et normatifs. Pour résumer, nos dirigeants ont accepté, petit à petit, sous le prétexte commode de l'état de droit, que des institutions et des procédures viennent radicalement entraver leur marge de manœuvre politique. Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne, Conseil constitutionnel, autorité administrative indépendante, et j'en passe. Toute cette technocratie est venue affaiblir durablement la liberté politique, c'est-à-dire la capacité d'action véritable des gouvernements. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une toute autre dimension de notre crise démocratique. Une dimension qui finalement tient moins à des logiques bureaucratiques qu'au comportement des décideurs politiques, si tant est qu'on puisse encore les appeler décideurs. Ce que je veux vous dire ici est simple. Quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la névrose, mais c'est très inquiétant pour l'avenir de notre démocratie. Alors, de quoi je parle en fait ? Inutile de complexifier le propos, allons droit au but. Notre élite dirigeante se repère et se définit par sa propension permanente à s'imaginer géniale et au-dessus du lot. Alors qu'évidemment, elle se révèle à la lueur de l'état du pays profondément médiocre. Je ne vais pas m'étendre sur son bilan lamentable. Éric Zemmour, par exemple, a tout dit dans son ouvrage « Le suicide français ». Ce que cette élite nous laisse, après 40 ans de gouvernement, et d'ailleurs 40 ans qui frappent plutôt par ses continuités que par ses ruptures, c'est un naufrage. Naufrage éducatif, moral, politique, économique, militaire, technologique. Bref, un bilan de losers, et le fait que ces losers soient diplômés de l'enseignement supérieur n'y change absolument rien. Oui, difficile de défendre son honneur devant le tribunal de l'histoire en brandissant son diplôme. Alors se tromper, et même se tromper énormément dans leur cas, voilà quelque chose qui peut se pardonner. L'erreur est humaine. Surtout que, soyons honnêtes, quand la possibilité a été donnée aux Français de changer leur élite dirigeante, ils ne l'ont pas saisie. Parce que l'euro, parce que l'Europe, parce que les marchés financiers, parce que le retour des heures les plus sombres de notre histoire, bref, le baratin habituel qui produit un maximum de peur et qui génère inévitablement son lot de votes conservateurs. Conservateurs au sens continuité, voilà. En attendant donc, l'élite gouvernante s'est totalement plantée. Croyez-vous que cela l'ait invité à davantage de modestie et à une forme d'auto-analyse ? Que nenni ! Et là, c'est le truc qui m'impressionne le plus, chaque fois les bras m'en tombent. Elle continue de se voir et de se penser géniale. Son sentiment de supériorité morale est à ce point ancré qu'aucun événement ne peut venir l'entamer. Les mêmes qui disent et font n'importe quoi nous promettent le lendemain de faire autrement, ce qui bien souvent veut dire continuer à faire n'importe quoi. On aurait pu avoir une élite politique insolente, mais brillante. Ou médiocre, mais humble. Eh ben non. Nous on est gratinés, il leur a fallu qu'on se tape une élite médiocre et insolente. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas de chance. Quel est le problème ? Est-ce que c'est juste une histoire de bilan négatif ? Enfin, quand je dis juste, le terme est impropre car on parle quand même de notre déclin. C'est nous qui déclinons, comme dirait l'autre. Non, mais il ne s'agit pas que de cela. Car ce sentiment de supériorité morale qu'affecte notre élite dirigeante va jusqu'à mettre en péril notre démocratie. Et voilà précisément où je veux en venir. Car jouer à la bande de génies qui gouverne une masse de trouducs ne consiste pas simplement à prendre des décisions politiques rejetées par ces supposés trouducs, nous, mais aussi à pervertir le jeu démocratique. Comment ? En privant le vote de toute portée véritable, en le cantonnant de plus en plus
au décorum républicain. En clair, on préserve les formes, mais on trahit la substance. Jeu de dupes, mensonges et trahison. J'ai déjà parlé de la stratégie de la peur qui vient saboter tout second tour d'une élection démocratique dès lors qu'une force politique dite populiste, dite par qui? Par l'élite dirigeante, dès lors qu'une force dite populiste s'est qualifiée au second tour. Je vous renvoie aux élections législatives post-dissolution 2024. Mais on peut aussi compléter l'illustration, il n'y a pas que ça. Quand la masse de Trouduc a voté contre le traité constitutionnel européen en 2005, on lui a fait avaler le traité de Lisbonne en 2008. Parce que bon, quand même, les Trouducs, allez vous faire voir chez les Grecs. On notera que depuis, d'ailleurs, aucun référendum n'a été organisé en France. La classe. En même temps, quand on estime avoir ontologiquement raison, pourquoi se casser les pieds avec des consultations populaires? C'est chiant, c'est périlleux, c'est inutile. C'est pas fini. Une autre façon de procéder, un peu plus subtile, un petit peu, c'est de faire semblant de faire des compromis avec les Trouducs, pour mieux les entuber plus tard. Genre, ah mais on vous jure, on n'ira pas plus loin, vous vous inquiétez vraiment pour rien et vous nous prêtez des mauvaises intentions en fait. Du style uniquement le mariage gay et pas la PMA. Variante de la PMA mais pas la GPA. Une variante de ça d'ailleurs, de ce procédé, c'est de faire avaler une couleuvre tout de suite. La couleuvre on l'avale tout de suite, en promettant que le reste suivra demain. Ouais. Du style, ne vous inquiétez pas, on a fait l'Europe de la finance, c'est pas glamour et ça vous fait peur. Maintenant, on va s'atteler bientôt à l'harmonisation fiscale et sociale entre les États membres de l'Union européenne. On va faire l'Europe sociale. Bien sûr. Ou encore, non mais ouais, on a rejoint le commandement intégré de l'OTAN, mais non, c'est pas parce qu'on rejoint un processus de vassalisation américaine, c'est pour créer une Europe de la défense. Bien sûr. Au final, les promesses n'engagent toujours que ceux qui les écoutent. Bon, vous vous en doutez, là où je veux en venir, c'est que ces comportements élitaires viennent pourrir notre démocratie. Parce qu'ils introduisent la malhonnêteté intellectuelle et la manipulation au cœur même de l'agora. Et parce qu'ils finissent par retirer toute valeur et tout sérieux à la parole publique, ravalée au rang d'éléments de langage. Et ça c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Parce qu'une démocratie, elle peut toujours surmonter des difficultés institutionnelles. Mais peut-elle vraiment se remettre d'une perversion de ce qu'elle est par la trahison systémique des représentés par les représentants? Est-ce qu'elle ne court pas le risque, alors, que la soi-disant masse des Trouducs finisse par se figurer qu'au fond, et à tout prendre, un régime autoritaire dont l'axiome serait de satisfaire les attentes majoritaires du pays serait préférable à cette aristocratie républicaine non seulement médiocre, mais insolente et usurpatrice? Musset nous avait dit « on ne badine pas avec l'amour ». Eh bien, dirais-je, après lui, on ne badine pas avec la démocratie. Mais nous allons un peu vite en besogne. Ça, ce scénario-là, c'est ce qui finirait probablement par se produire si notre démocratie ne parvenait pas à vivre son moment populiste, sorte de restauration démocratique. La grande vertu du populisme, voyez-vous, s'il évite l'écueil lui-même de la démagogie, c'est de se révéler potentiellement salvateur pour notre démocratie à deux niveaux. D'abord en restituant la souveraineté du peuple comme source de légitimité du pouvoir, ce qui conduirait ce même gouvernement populiste à mener enfin des politiques majoritaires. Ensuite, en remplaçant l'ancienne élite usurpatrice par une nouvelle, plus vaillante et probablement pas moins compétente, tant il paraît difficile de faire pire. Une élite, au fond, dont l'audace réformatrice serait nourrie par un double carburant, le feu démocratique et le feu patriotique. En d'autres termes, le double retour politique du peuple et de la nation. Ceci étant, chers compatriotes,
nous les gaullistes, aimons à penser que ce moment populiste est devant nous et qu'il nous sauvera. Vous le savez cependant, ce qui nous anime est d'abord un effort de lucidité. Et à cet égard, si la révolte du peuple, avec un grand P, est certes désirable, on ne peut exclure le triomphe de son double maléfique, celui de la révolte des élites. Car notre élite dirigeante, certes lamentable, mais toujours animée de sa morgue impudente, ne va pas lâcher le morceau facilement. Elle entendra, soyez-en sûrs, mener à bien son rêve technocratique. Et pour y arriver, elle n'emploiera pas les mots de la dictature. De plus en plus, son autoritarisme, de fait, se déploiera au nom de la défense des valeurs, de l'état de droit et de la liberté. En réalité, bien sûr, c'est tout l'héritage du XIXe siècle démocratique issu des Lumières qui sera passé par la fenêtre. Je vous ai illustré tout à l'heure combien l'élite dirigeante s'était plusieurs fois montrée sans scrupule et par des voies différentes et des procédés différents. Capable hier d'invalider les résultats d'un référendum, on ne voit pas bien pourquoi, demain, elle ne se risquerait pas à invalider le résultat d'une élection et à borner plus strictement encore le champ de la libre expression. Après tout, elle vient tout de même d'interdire une chaîne de télévision. Pour finir, chers compatriotes, il me reste à vous mettre en évidence la raison qui explique, à mes yeux, la révolte des élites, expression que j'emprunte à Christopher Lasch. Vous penserez peut-être, de votre côté, spontanément à un réflexe de classe, une défense classique finalement de ses intérêts par une classe sociale dominante sans scrupules. Et à mon avis, ce n'est que partiellement vrai. Parce qu'une classe sociale dominante, elle peut défendre ses intérêts dans un cadre démocratique. Elle n'a pas spécialement besoin de s'en débarrasser. Non, je crois vraiment davantage que ça a à voir avec leur mentalité, leur mindset, comme disent les anglo-américains. Quelque chose de l'ordre du psycho-historique. Tentez de fouiller leur psyché, vraiment. Et qui trouverez-vous? Un mental bloqué dans les années 30, avec une obsession, plus jamais ça. Voilà, un mental bloqué dans les années 30 et une obsession. Plus jamais le nazisme, plus jamais le fascisme. Louable prévention, je l'admets volontiers. Mais par un de ces retournements ironiques, dont l'histoire a le secret, c'est par le chemin de cette obsession névrotique que notre élite dirigeante en est peu à peu arrivée à la conclusion que la démocratie, c'était finalement dangereux, et qu'il valait mieux, à tout prendre, confier la route du progrès à une vaste technocratie pseudo-savante, plutôt que de l'exposer aux vicissitudes de la politique. Et c'est ainsi que nous assistons à ce spectacle à peine croyable, d'une élite qui, pour parer à tout retour d'un supposé fascisme, se fait de plus en plus autoritaire et antidémocratique. Et il n'y a pas que dans l'ordre intérieur que notre élite dirigeante est restée bloquée dans les années 30. Cela est aussi vrai malheureusement dans les affaires étrangères, les affaires extérieures, les affaires internationales. Voyez l'Ukraine. On pourrait faire plein de comparaisons historiques sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On pourrait discuter d'ailleurs de la pertinence de chacune de ces comparaisons. C'est toujours des exercices de pensée intéressants, mais celle qui est choisie et répétée par défaut ad nauseam par notre élite dirigeante, c'est bien sûr la référence à l'esprit munichois. Et ce qui s'applique dans l'ordre intérieur est aussi valable au plan international. Car tout aussi ironiquement, là encore, c'est en voulant empêcher que se rejouent les tragédies des années 30 et 40 du XXe siècle que se met en place actuellement une véritable marche à la guerre en Europe. Processus mortifère auquel ne devait pas conduire, comme par lui-même, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. De ce point de vue, chers compatriotes, je vous disais que notre élite dirigeante était médiocre et arrogante. Elle est aussi finalement, nous l'avons vu, autoritaire et belliciste. Et donc, et c'est pour moi le plus inquiétant, dangereuse. Dangereuse parce qu'elle n'analyse pas le monde présent et sa complexité. Elle y projette ses obsessions.